Chers amis, chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, une émission de RBN France. Ce soir, le lieutenant Sturm est à la barre, monsieur Lord Sergueï à la technique, PGL au micro. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du camarade Georges Feltin-Tracol qui nous fait le plaisir de repasser dans le studio. Bonsoir aux auditeurs de Méridien Zéro. Et nous recevons ce soir avec un grand plaisir le camarade Tomislav Sunic pour son actualité littéraire du moment, mais également pour évoquer avec lui son parcours atypique et les multiples expériences qu'il a vécues dans des systèmes paradoxalement disparates et en fait très semblables. Merci de votre accueil et bonjour à tous. Alors, je laisse la parole au camarade PGL qui va se faire un plaisir de tracer un bref portrait de toi, Tomislav, en essayant d'être le plus synthétique possible, parce qu'après nous aurons le temps de recompléter durant l'émission. À toi, Pascal. Donc, Tomislav est croate. C'est toujours intéressant de le dire, hein, c'est fondamental même. Donc c'est un écrivain, un intellectuel, un conférencier et aussi donc un essayiste, donc qui fut aussi ancien diplomate dans les années 90 et qui a la particularité d'avoir vécu à la fois dans deux systèmes économiques idéologiques, à savoir la Yougoslavie communiste et ensuite une partie de son existence qu'on vient de le dire tout à l'heure, donc aux États-Unis. Il a écrit plusieurs livres, certains en anglais, dont certains en français, dont le dernier qui va être un petit peu en quelque sorte l'objet d'une partie de notre débat, la Croatie, un pays par défaut, ainsi qu'un autre qui devrait paraître dans quelques mois en français, Homo Americanus, ainsi que de nombreux articles, des collaborations à diverses revues, de ce qu'on pourrait qualifier de nouvelles droites européennes. D'ailleurs, Tomislav Sunic est apparu dans la sphère idéologique européenne dès les années 90 avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, des articles, donc des conférences qu'il a faites un petit peu à droite et à gauche. Il va nous en parler plus longuement. Donc c'est véritablement un observateur privilégié des évolutions politiques et sociétales que l'on peut constater à la fois dans les pays de l'ex-bloc communiste, mais aussi plus que jamais au sein de la sphère occidentale. Et c'est à travers ces thématiques que nous allons appréhender un petit peu son travail. Merci Pascal. Cher Tomislav, on va faire un petit examen de l'homme et de l'œuvre. On va commencer par l'homme, si tu le veux bien, en démarrant sur tes origines croates, ta jeunesse, ton parcours, et puis, je dirais, ton début d'errance et de transhumance vers l'Occident et tes premières impressions. À vrai dire, tout d'abord, merci encore une fois de votre accueil. Je me sens vraiment chez moi. Il me semble qu'on partage la même sensibilité. Mais question de sensibilité, j'aimerais bien me focaliser là-dessus. C'est-à-dire, tout à fait par hasard, je suis né en Croatie, d'une mère, d'un père qui était un avocat assez connu, très catholique. Et depuis ma prime jeunesse, on avait des ennuis. C'est ça ce que je me rappelle, même quand j'avais 4 ans, 5 ans, j'étais chicané à kindergarten, plus tard j'étais chicané même à l'école populaire, et puis plus tard... Par les professeurs? Par des professeurs, du fait même que mon père était très connu comme catholique, conservateur, anticommuniste en plus. Hein. Il était loin comment dirais-je, de nationaliste, facho, loin de ça, au contraire, très modéré. Plus tard, mon père l'a fait 2 fois prison. La dernière fois, elle a fait 4 ans de prison en 1980, lorsque j'étais déjà aux États-Unis, je me suis déjà installé aux États-Unis. Il fut même, je pense qu'il faut souligner ça pour votre auditoire, il fut même adopté par Amnesty International, ici en France, par l'Amnesty International aux États-Unis et même à l'Angleterre. Donc il était très politiquement correct. Donc si vous voulez, un dissident anticommuniste, mais à l'époque, donc bien sûr nous avions, pendant l'époque de guerre froide, vous savez que le mental était tout à fait différent. Donc bref, pour retourner à ma jeunesse, je me sens un peu gêné de parler de moi-même. Je vais vous dire, je préfère parler de mon ouvrage et de mes œuvres, mais je dois vous dire... On va y venir. Oui, c'est-à-dire, moi je suis né quand même... Je pense que j'ai un cœur rebelle. J'ai découvert bon, il faut que je dise que j'étais vraiment, on vivait d'une manière très 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 modeste. Mon père est vraiment un homme ultra modeste, presque plus un ermite, voilà. Mais une chose, là, on n'avait pas le bagnole, on n'avait pas la télé, rien.
avec ma frangine, avec ma sœur, ma mère, on était dans un petit appartement dans la Yougoslavie communiste. Ça, je peux vous dire que je suis fier de mon père. Il s'est jamais vendu. Il aurait pu le faire, il aurait pu même émigrer. Il avait des contacts même avec certains cénacles ici en Autriche, en France, en Italie, parce que mon père parlait plusieurs langues, mais il n'a pas voulu rester, quitter la ex-Yougoslavie. Il disait, même quand j'étais gosse, je me rappelle maintenant comme ça dans un nuage, il me disait, si tout le monde part, si tous les Croates partent à l'étranger, il n'y aura que la merde qui va rester ici, en Yougoslavie. Donc il faut quand même, on a besoin des gens qui sont quand même identitaires, qui pensent, qui ont la conscience nationale. Je dois quand même souligner, mon père n'a jamais détesté les Serbes, au contraire, il avait même des amis serbes. Et ça, il faut préciser, je préfère parler de mon père, même quand il était arrêté par les communistes, par les organes communistes 1983, lorsque j'étais déjà en Californie, il y avait 2 académiciens très connus, Dobrica Ćosić, en Serbie, qui se sont engagés pour lui. Donc tous ces grands ultra-croates nationalistes, il est resté un peu bouche bée, quoi. Mais donc il y avait des Serbes qui se sont engagés pour sa libération. Donc ça, je dois préciser. En ce qui concerne l'influence littéraire, vraiment, j'avais de la veine. On était entouré par les bouquins. Bien sûr, j'étais un peu complexé, comme un gosse homo soviéticus. On n'avait pas la télé, on n'avait pas la bagnole. Vous savez, il y a les gens qui vous demandent est-ce que tu as vu, parce que l'Occident à l'époque, vous savez, ça, c'était le pays de cocagne, comme on dit, c'était le Pérou, quoi. Et alors, tout le monde, toute la jeunesse communiste rêvait au déplacement dans le pays des merveilles, quoi, en France, à Washington, je ne sais pas où. Donc, on n'avait pas des grandes choses matérielles, parce que mon père, il avait une habitude, j'ai appris ça plus tard, il n'a jamais voulu se faire payer pour ses services. Même le pauvre paysan aux alentours où nous habitions, à côté de Zagreb, il ne s'est jamais fait payer pour ses services. Il a surtout aidé aux pauvres paysans croates qui, après la Deuxième Guerre mondiale, avaient des ennuis, etc., etc. Et bien sûr, il avait des contacts excellents avec l'Église, avec le clergé catholique. Je souligne, pendant l'époque yougoslave. Pourquoi le catholicisme? Ça, je dois également préciser. On était obligés, ma sœur et moi, d'aller à l'église. Moi, j'étais enfant de cœur. C'était pas tellement pour des raisons théologiques. Mon père était assez tolérant, mais c'était comme un contre-pouvoir. C'était par défi, plutôt, ou par défaut. Il y avait sûrement une dimension identitaire. Identitaire, tout à fait, parce que l'église, à l'époque communiste, c'était plus ou moins le seul endroit où on pouvait quand même, pas se matraguer, mais également faire des blagues contre le communisme. Comme en Pologne, par exemple. Comme en Pologne. Donc l'église catholique, donc imaginez-vous, on parle de la Yougoslavie avec la République fédérée de la Croatie, donc quand même l'église fonctionnait, l'église catholique, comme un certain contre-pouvoir. Et n'oublions pas, plus tard, 20 ans, enfin disons, avant l'éclatement de la Yougoslavie, l'église catholique a joué un rôle formidable, crucial, en vue de l'éclatement. Il a souvent été reproché d'ailleurs. Oui, enfin, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec mes vues religieuses, je ne vais pas en parler maintenant, mais je dois vous dire quand même que l'Église catholique a joué un rôle très important dans ma vie, dans ma formation de jeune gars de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et en plus, bien, j'étais fier parce que j'étais obligé, et ça m'énervait énormément. Je vais lire. Mon père me poussait à lire latin, le grec, enfin le latin, puis l'allemand, le français, et puis la première langue étrangère que je devais apprendre, c'était l'allemand, bien sûr, et le latin. Donc j'étais bombardé tout le temps, et vous savez, à l'époque, quand on a 13 ou 14 ans, on a envie d'écouter Kinks, Beatles, etc., parce que moi j'étais de cet âge-là, puis j'ai commencé à de pousser mes cheveux longs, etc., et puis je vais vous dire tout à l'heure ce qui s'est passé avec moi plus tard. Et puis je suis allé au lycée, mais tout ça c'était contre mon gré, contre ma volonté. J'ai fait ça pour jouer le jeu, mais j'étais plutôt un gars rebelle, et en plus j'étais autodidacte. Ce qui m'a vraiment, au sens littéraire, au sens métaphorique, ce qui m'a sauvé la vie, c'est le bouquin, le livre. On lisait, Daudet, mon père lisait bien Daudet. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre mon français avec, pas Léon, mais avec Alphonse Daudet. Léon Daudet, mon moulin, bien sûr. Oui, ça, je devais lire, puis Cicéro, mon père, il était juriste quand même, et puis imaginez-vous, on était chicanés par la police. Enfin, il y avait vraiment des détails maintenant que je me rappelle qui sont presque morbides. D'autant plus parce que les gens
maintenant, la progéniture de ces gens sont toujours au pouvoir, bien sûr, maintenant ils sont recyclés comme des libéraux. Ils se sont transformés. Mais je vois, j'observe, j'oublie pas. Hein. Donc bref, en ce qui concerne mon passage, pour répondre à votre question, je suis par mon style, je suis un homme nerveux assez. Et puis, bien sûr, à l'époque, tout le monde c'était l'année 60, je suis allé au lycée, j'ai perdu une année, comment on dit, j'ai perdu une année au bac, parce que à cause de mon père, qui était bien sûr anticommuniste, catholique, etc., on m'a laissé chuter, on m'a laissé perdre une année scolaire. Et puis moi j'en avais un peu marre de tout ça, et puis bien sûr à l'époque j'étais un peu épris de ce contre-culture rock, hippie, etc. Et imaginez-vous, je pense qu'à l'époque j'étais le seul yougoslave, ou le seul croate si vous voulez, parce que c'était toujours sur la juridiction yougoslave lorsque j'avais 18 ans. À 18 ans je suis parti en Inde, sans sous, sans rien. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais vous pouvez me qualifier comme un hippie de droite, quoi. Comment voyage en Inde? Alors, tu dis que tu es parti en Inde, mais comment on quitte la Yougoslavie titiste pour l'Inde? Très bien, c'est une très bonne question. Donc, maintenant, vous m'avez posé une question très délicate, parce que la Yougoslavie donnait l'impression, la Yougoslavie communiste, d'être un pays libéral, très ouverte par rapport aux autres pays du bloc soviétique. Oui, c'était la mode du socialisme autogestionnaire, notamment. Georges, excuse-moi, Tomislav. Georges. Alors, excuse-moi, Tomislav, Oui. j'interviens. Il est vrai, il faut se rappeler, les auditeurs Méridien Zéro doivent se rappeler qu'en 1948, Tito quitte le bloc soviétique, Oui. puisqu'il rompt avec Staline. C'est le début de ce qu'on appelle le schisme titiste. Et c'est le développement du titisme, qui est la quatrième forme de communisme, avec le stalinisme, le trotskisme et le maoïsme. Le titisme, c'est le socialisme autogestionnaire, c'est-à-dire l'autogestion qui va être considérée comme la panacée du système fédératif socialiste yougoslave. D'où ensuite en Europe, et particulièrement en France, dans les années 60-70, cette fameuse deuxième gauche autogestionnaire autour de la CFDT et de certains courants du Parti socialiste. Soulignons également qu'à l'époque, Tito se fera le champion du mouvement des non-alignés par sa participation à la conférence de Bandung en 1955. Et qu'à 1961, excuse-moi Pascal, j'interviens, 1961, création du mouvement des non-alignés à la conférence de Belgrade. Tout à fait. Donc, et à ce titre-là, d'ailleurs, il recevra l'appui des Américains. Il a reçu pendant longtemps aussi des armes des Américains, parce qu'il jouait justement ce rôle de balancier, de contre-pouvoir face au pacte de Varsovie. Oui, bien évidemment, Tito était le grand allié de l'Occident face à l'Union soviétique. C'était, si vous voulez, un entre-deux, à la fois du côté occidental, à la fois du côté du bloc soviétique, puisqu'il était quand même socialiste, et il ne faisait pas partie du Comecon, même si je crois il était membre, observateur ou associé au Comecon. Et puis aussi, il y avait une importante immigration yougoslave en Allemagne, en Italie et en France. Donc, on considérait à l'époque, les Occidentaux considéraient à l'époque, la Yougoslavie comme un État socialiste, mais qui n'avait pas cette répression qu'on avait en Union soviétique, en Pologne. Alors qu'en fait, c'était totalement faux, comme va nous le dire Tomislav. Justement, c'est intéressant. Donc, à double titre, d'un côté, cette voie titiste autogestionnaire qui plaisait à une partie de la jeunesse d'Occident, et au titre second, on va dire, de géopolitique et de géostratégie, ce non-alignement, et puis ce deal un peu avec les Américains, faisait que le titisme et la Yougoslavie de Tito passaient pour un libéralisme de l'autre côté du mur. Oui, c'était autrefois fréquentable, oui, c'est vrai. Pour une partie un des peu à la ça, manière dont Gorbatchev a su faire cultiver la perestroïka. Quelque part, oui. Cette espèce de, pas d'angélisme, mais en tout cas d'a priori positif qu'avaient les populations à l'époque. Oui, il y a beaucoup de personnes, en Occident. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient que le titisme était là le visage humain du socialisme. Or, la réalité, Tomislav, tu vas nous en parler, ça n'a rien à voir. Ce que Georges et Pascal vient de dire, c'est tout à fait exact, c'est correct. Et ce qui m'a beaucoup choqué plus tard, lorsque je suis venu aux États-Unis, quand j'ai commencé à faire mon doctorat en sciences politiques, et j'ai eu l'asile politique plus tard aux États-Unis, puis la citoyenneté qu'on m'a donnée, etc. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, et ce qui me choque toujours, c'est qu'une certaine gauche trotskiste, une certaine gauche française, une certaine gauche caviar à l'époque, était davantage titiste que nous-mêmes, que les titistes eux-mêmes dans la Yougoslavie communiste. Donc ceux que je blâme pour toute cette horreur